les grands spécialistes de cette thématique-là. On est parti sur première question, on va en débattre les uns avec les autres. Alors, je le disais un peu en off, mais c'est une question importante, je trouve, qui est comment comprendre les guerres de Vendée. Alors, quand on pose cette question là, comme ça, un dimanche après-midi, ça peut faire peur. C'est pour ça que je vous demandais d'y réfléchir un petit peu. C'est un sujet qui est vaste, qui est varié, éclectique aussi. Mais ça, je veux vous entendre sur cette question-là, cette interrogation-là. Alors, on n'a pas tiré au sort qui va commencer, qui va terminer. On va prendre un petit peu au hasard. Guy-Marie, t'es... alors... Je suis local de l'étape, c'est ouais, ça? Un petit peu, t'es à l'extrême gauche. De moi, attention. Je sais pas si ça doit être flatteur. Non, je sais pas. Tu le prends comme tu veux. Merci Sébastien. Je t'en prie. Alors, c'est déjà pas le marécage. Est-ce qu'on peut déjà... Guy-Marie, je sais oui. que ça va être difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut quand même essayer? Est-ce qu'on peut comprendre les guerres de Vendée? Alors, ça fait quand même déjà quelques dizaines d'années que je m'intéresse aux guerres de Vendée, pour pas dire plus, ce qui laisserait supposer mon âge, donc on va pas aller jusque-là. Oui, c'est un sujet évidemment extrêmement complexe à comprendre, mais comme la plupart des sujets en histoire, c'est-à-dire que l'événement, ou du moins les événements de cette période, à partir de 1792, même avant même l'année 93, la compréhension de ces événements est rendue complexe par d'abord la complexité elle-même des événements, le nombre d'événements qui se bousculent pendant cette période révolutionnaire, et puis je dirais est devenu complexe également en raison du foisonnement de l'historiographie sur le sujet. Et là, tout le monde est d'accord là-dessus que ce sont des centaines, des milliers d'ouvrages, d'articles qui ont été écrits et qui ne rendent pas tous la compréhension du phénomène très simple. Alors on pourrait, mais je vais laisser mes camarades continuer, pourquoi pas continuer sur ce thème-là, mais on pourrait distinguer des étapes dans les études qui ont été faites sur les guerres de Vendée, mais je pense que c'est cette idée de l'extrême complexité d'un phénomène et en même temps le côté peut-être très polémique, qui est devenu polémique, qui le rend difficile à comprendre justement. Mais maintenant, on peut écouter mes voisins, à l'extrême droite. On dira pas Jacques. Parce que je fais l'extrême gauche, il en faut forcément l'extrême droite. Jacques, je rebondis sur ce qu'a dit Guy-Marie. Est-ce que c'est un sujet polémique? Oui, c'est bon, oui. Bon, oui, évidemment, le sujet est polémique, essentiellement parce que l'histoire de la Révolution française en général, dont la Vendée ne représente qu'une toute petite partie, et le gouvernement de 93-94, ça ne fait que 2 ans, et encore en comptant très large, parce que ça ne fait pas 24 mois, n'est que sur 10 ans, puisque la Révolution c'est 89-99, donc il faut éviter d'avoir une vision trop réductrice. Mais c'est un peu l'histoire sainte de la République. Ça l'est devenu sous la 3e. Et donc, dire qu'il y a eu des crimes ou des choses pas bien, il y a un côté sacrilège, d'où la théorie du bloc de Clémenceau, il faut tout prendre. D'ailleurs, la théorie du bloc est utilisée à l'époque exactement dans l'autre sens, pour dire qu'il faut tout laisser. Donc voilà, c'est très polémique, et comme le disait Guy-Marie-Laine, c'est très complexe. Alors, comment est-ce que, pour ma part, je la comprendrais? Moi, je ne suis pas du tout vendéen. Peut-être, Jacques, un petit peu la résumer pour les novices qui ne connaissent pas bien les événements, expliquer un petit peu qu'il s'agit au départ d'émeutes populaires contre la constitution civile du clergé, donc c'est-à-dire contre le serment que les prêtres doivent à la République, et que dans l'Ouest, où les gens sont particulièrement religieux, est fondamentalement refusé. Ensuite, d'autres éléments entrent en ligne de compte, comme la levée des 300 000 hommes qui va
Ce qui me semble quand même fondamental au départ, quand même, au mois de mars, en tout cas. La levée des 300 000 hommes qui va envoyer des paysans se battre aux frontières loin de chez eux, qui étaient déjà réticents à la milice, au tirage à la milice du temps du roi. On va les envoyer loin de chez eux aux frontières. Ceux qui les envoient sont des fonctionnaires qui, eux, sont autodispensés, disons, ils s'autodispensent de ce service. Et ça va provoquer une colère. Il y a les acquéreurs de biens nationaux, donc qui acquiert les biens nationaux, les biens de l'Église, les châteaux, etc., des immigrés? Ce sont des bourgeois. Le petit peuple n'y gagne rien. Le petit peuple n'y gagne rien, et en plus, comme Tanguy pourrait en parler, la fiscalité est beaucoup plus pressante que sous l'Ancien Régime. Des paysans qui travaillaient à la tâche des journaliers, par exemple, qui ne payaient pas d'impôts sous l'Ancien Régime, se retrouvent à payer des impôts. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Tanguy, parce que tu as étudié un peu le sujet? Rapidement, c'est qu'en fait, il faut faire une partition. Moi, j'appelle pas les guerres de Vendée, j'appelle ça les guerres de l'Ouest, parce qu'on commence en Vendée, mais il y a aussi des mouvements très importants en Loire-Inférieure, un peu dans le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, et Maine-et-Loire, au nord de la Loire. Et les mouvements qui ont... Parce que beaucoup de paysans bretons, c'est ce que je dis souvent, ont quitté la Bretagne pour aller se battre en Vendée sous les ordres de M. Bonchamp. Ils sont entre 8 et 10 000. Et eux, par contre, en Bretagne, ils se sont soulevés. C'est que la Bretagne étant un pays sous l'Ancien Régime, puisque nous avons été annexés après Anne de Bretagne au Royaume de France, les paysans bretons ne payaient pas la gabelle et ne payaient pas l'impôt sur le sel. Ce qui fait qu'ils payaient en fait très peu d'impôts et ils ne payaient pas la taille non plus. Donc, ils étaient relativement peu imposés, étant pauvres. Par contre, les paysans du Maine-et-Loire, ou de Vendée, ou des Mauges, eux étaient sous le plein régime de l'impôt et payaient beaucoup plus d'impôts que chez nous en Bretagne. Et quand, en mars 93, il y a le mouvement de révolte contre le départ des hommes à l'est de la France, il y avait 300 000 hommes, il y a le facteur religieux qui depuis 2 ans traîne, il y a le facteur, la mèche dans la détonation, c'est la levée de 300 000 hommes, mais il y a un manifeste qui a été publié par les insurgés de Houdon en mars 93, qui a été envoyé à la Convention, où ils disent 1. Rendez-nous nos prêtres, 2. Nous ne partirons pas aux frontières, 3. On supprime l'impôt sur la personne. Parce que le paysan breton, par contre, va payer à peu près 2,5 fois à 3 fois plus d'impôts à partir de 93 qu'il n'en payait en 89. Et donc les paysans bretons se sont soulevés parce qu'ils ont été surimposés. Ce qui est moins le cas dans le Maine-et-Loire et dans les Vosges, ou même en Vendée, parce que les révolutionnaires avaient essayé de créer une égalité. Mais comme on était dans des systèmes de régions, des systèmes de pays, certaines régions payaient plus d'impôts et d'autres moins d'impôts. Donc en Bretagne, il y a en plus le facteur fiscal qui a joué. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand vous dites les guerres de l'Ouest, en fait, plutôt que les guerres de Vendée. Est-ce que c'est justement en termes de compréhension, est-ce que c'est quelque chose qui pose... Ça, c'est mon combat personnel, mais simplement parce que les guerres de Vendée commencent, allez, grosso modo, on te le dit, c'est le 15 mars 93, partout en France, il n'y a pas qu'en Bretagne. On retrouve ça dans le Berry, on en retrouve en Provence, voilà, dans le centre de la France, dans la région toulousaine, mais c'est chez nous que ça a pris un mouvement. Et le 15 mars, il y a des révoltes autour de Rennes, il y a des révoltes dans 80% des paroisses de Loire-Atlantique se sont révoltées, 80% tant du sud de la Loire que nord de la Loire. Vous avez les Mauges, le Maine-et-Loire, et paradoxalement, la Vendée. Il y a un petit tiers de la Vendée qui va se soulever et qui va être ce qu'on appelle les Vendéens, et 2 tiers de la Vendée sont républicains. Et ils ne vont pas se soulever. Et cette guerre va commencer en mars 93, va se prolonger au sud de la Loire jusqu'en 96 avec la mort de Stofflet et Charette, se poursuit de 94 jusqu'en 96 au nord de la Loire, en Loire-Inférieure, en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe. Et en 99, vous avez aussi la Normandie qui s'y met. Donc on commence un mouvement en 93, je dirais au sud de la Loire, surtout en Vendée, mais qui va durer jusqu'en 1799, 1800, jusqu'à ce que Napoléon signe le Concordat qui va mettre fin à cette guerre. Guy-Marie ?
On va peut-être, mais ça c'est des petits points de géographie, c'est pas très important, mais quand même il est bon de préciser, puisque nous sommes dans les Deux-Sèvres, parlons un petit peu des Deux-Sèvres, les guerres de Vendée qui, il est vrai, débutent début mars, on va dire, vous avez dit tout à l'heure, entre le 10 et le 15 mars, ce qui est tout à fait juste. Par contre, dans les Deux-Sèvres ne rentreront dans le conflit qu'un petit peu plus tard, au niveau chronologique, dans la mesure où les paysans du bocage ont connu l'année précédente ce qu'on appelait l'affaire de la Saint-Louis. Monsieur Chatry, que je vois devant moi, connaît très bien cet épisode de la fin août 1792, où les paysans, une partie de la population s'est révoltée à partir du Mont Coutantais, avant d'être écrasée par les patriotes de Bressuire et des environs. Au début de l'année 93, les paysans du bocage, ou les habitants du bocage en général, n'ont pas trop envie de connaître à nouveau ce que leurs camarades ont connu 6 mois plus tôt. Donc ils entreront dans la révolte avec, on le connaît, avec la Roche-Jacquelin, les Scurs, mais un tout petit peu plus tard au cours de l'été. Oui, non, puis c'est vrai qu'il y a un petit décalage chronologique, mais qui n'enlève rien sur le fond, hein, sur les événements eux-mêmes, hein, c'est évident. Hein. Jacques ? Oui, sur la manière de comprendre les guerres de Vendée, il y a effectivement la manière historienne de les comprendre qui vient d'être évoquée. En ce qui me concerne, moi je suis pas du tout vendéen et j'y suis arrivé par un autre biais qui est à un moment de ma vie professionnelle où j'ai travaillé avec la justice pénale internationale, notamment sur les questions des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, sur les affaires du Rwanda, d'ex-Yougoslavie et finalement des Khmers rouges, puisqu'on a fini par reconnaître un génocide là. Et je crois que une autre compréhension qu'on peut avoir des guerres de Vendée, c'est une compréhension, j'allais dire, plus 20e, 21e siècle, qui est, au fond, pour moi, les Vendéens ont été des combattants de la liberté face à un régime, alors qu'on peut difficilement caractériser, parce que, bon, il y a eu un certain nombre de caractérisations possibles. Dans les années 50, on parlait de démocratie totalitaire. Alors, on en parlait à propos des pays de l'Est, mais cette idée, par opposition à la démocratie libérale qui est fondée sur le pluralisme politique et le respect effectif des droits de l'homme, la démocratie totalitaire, c'est un système qui se réclame de la démocratie, le pouvoir du peuple, mais dans lequel le gouvernement sait mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire que le bien commun est défini par le gouvernement et non pas par le peuple. Il y a eu d'autres concepts qui sont venus après, notamment, bon, on parle beaucoup de démocrature aujourd'hui pour parler d'un mélange entre du démocratie autoritaire, dans lequel là aussi le gouvernement a une idée du bien commun qui doit s'imposer au peuple. On parle parfois aussi de démocratie non libérale, illiberal democracy. On en parle même à propos de certains États de l'Union européenne aujourd'hui. On pourrait rappeler aussi François Furet. Est-ce que 93-94 est la matrice des totalitarismes? C'est-à-dire matrice, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement totalitaire pleinement développé, parce que ça, il n'y a qu'au XXe siècle qu'on a pu avoir ce genre de gouvernement, mais un gouvernement ayant des aspirations à contrôler la totalité de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Et là, la formule, ce serait le totalitarisme. Robespierre en a rêvé, Lénine l'a fait. C'est également la thèse, par exemple, de quelqu'un comme Stéphane Courtois, qui, dans son dernier bouquin sur Lénine, l'inventeur du totalitarisme, a tout un développement sur la réflexion de Lénine à partir de 93-94. Et là, on est dans un type de raisonnement qui est moins historien et qui est plus politiste. Mais il y a, comment dirais-je, eu des ressemblances qui sont absolument évidentes. Par exemple, là pour le coup, c'est un historien de l'économie, comme Florin Aftalion, quand il fait l'économie de la Révolution française, qu'il évoque le maximum et tout le reste. Vraiment, là pour le coup, une tentative d'économie centralisée, dans laquelle la loi du marché n'existe pas, tout est déterminé par le gouvernement, et ceux qui essaient d'y échapper, n'est-ce pas, sont réprimés politiquement. Il y a encore un thème qui rapproche donc des démocraties totalitaires, et je crois, à titre personnel, que le terme de comparaison
c'est plutôt les Khmers rouges, c'est le thème de la régénération. Faire naître un monde totalement nouveau et idéal, et ce qui justifie que l'on écrase tout ce qui s'oppose à l'avènement de ce monde nouveau et idéal, cette espèce de paradis sur Terre. Et là c'est vraiment le thème Khmer rouge, mais c'est également le thème de Saint-Just. Ce qui caractérise, ce qui définit une république, c'est la destruction de tout ce qui lui est opposé. Et c'est un peu ce qui s'est, enfin un peu, même je crois beaucoup, ce qui s'est passé en Vendée. Voilà, une partie du peuple qui se révolte contre la Révolution, déjà, ça c'est une espèce de non-sens. Comment le peuple peut-il être contre la Révolution? C'est l'inexplicable Vendée. Et à la fin, comme on ne peut pas l'expliquer, la seule solution, c'est de la faire disparaître. Et c'est exactement le thème que les Khmers rouges vont développer entre peuple ancien et peuple nouveau. Il faut qu'il y ait une partie du peuple qui disparaisse pour que le peuple vive. Et quand je dis ça, c'est une citation. Ah, c'est pas une citation de Robespierre quand même. Non, ce n'est pas une citation de Robespierre, si vous vous souvenez bien, elle est de Saint-Just. Enfin, on est quand même pas loin. Oui, je pense. C'est à mon avis faire aller quand même un peu vite en besogne que de vouloir prêter aux révolutionnaires de 1793 qui n'en avaient ni les moyens ni les objectifs non plus, cette analogie entre les régimes totalitaires du XXe siècle, quels qu'ils soient. D'ailleurs, vous avez laissé de côté Hitler, j'aurais voulu entendre Hitler, pourquoi pas à ce moment-là. Ça ne se rapproche pas d'Hitler, non, pour d'autres raisons. Mais attention, j'ai parlé de Furet, il ne dit pas que c'est un régime totalitaire, il parle de matrice des totalitarismes. Oui, en utilisant le mot matrice, il sait très bien, Furet, ce qu'il veut dire, c'est très lourd de sens. C'est le ventre chaud, effectivement. La matrice, c'est le ventre chaud dont est sorti la bête immonde, à ceci près que Bertolt Brecht l'utilise pour le nazisme, alors que Furet l'utilise pour la... Non, je ne peux pas laisser dire que la Vendée est le ventre chaud d'où est sorti... Non, je ne parle pas de la Vendée. C'est ce que je parle du gouvernement de 93-94. Non, le gouvernement révolutionnaire, mais je ne peux pas laisser dire que le gouvernement révolutionnaire est le ventre chaud d'où est sorti Lénine, Staline et Pol Pot. C'est pas possible. Je ne peux pas laisser dire ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Furet qui le dit. On peut être... Oui, mais que ce soit Furet, peu importe. Furet a aussi le droit d'avoir fait des erreurs. Je cite des historiens relativement reconnus. Furet, oui, mais vous savez comme moi, M. Villemain, que Furet aujourd'hui, que je respecte beaucoup parce qu'il a fait des choses extrêmement intéressantes, il a beaucoup apporté également à l'histoire, il n'empêche que M. Furet, aujourd'hui, parmi les historiens de la Révolution française et d'autres, n'est pas aujourd'hui l'historien qui sert de référence. Le problème, il est là. Nous sommes exactement dans le problème des guerres de l'Ouest, des guerres de Vendée. C'est que, comme nous sommes en République, la République a gagné depuis 1914, il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus de monarchistes, il n'y a plus de bonapartistes. Quand on explique que la Convention de 93 est un système totalitaire, pas forcément, il y a plusieurs formes de totalitarisme, hein, il n'y a pas que Lénine, Mao ou Hitler, hein, c'est plusieurs formes. Tout de suite, les gens se sentent agressés parce que c'est leur société qui est agressée, parce que c'est leur fondement. Il ne faut quand même pas oublier que la République, la Révolution, la République est née dans le sang des Suisses le 10 août, hein, c'est un massacre, massacre de septembre, et après c'est aussi le massacre des Vendéens. Et ce qui pose problème dans les guerres de l'Ouest, le gros problème, c'est que M. Sécher et un autre avant ont commencé à dire qu'on parlait de génocide, et à partir du moment où on a parlé du mot génocide, ça a pollué le débat, et ça a empêché d'avoir une vision, essayer d'avoir une vision au moins objective de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, M. Villemain explique que c'est un système totalitaire. Non, je n'ai pas dit ça. Même juridiquement, alors que ça fonctionnait quand même encore comme totalitaire, et les potentats, les Carrier, les Saint-Just, les Lebon, étaient des petits despotes potentats qui n'avaient aucun pouvoir absolu. Donc le problème il est là, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une vision objective du sujet parce qu'on touche au fondement d'une société moderne. Nous sommes en République. Mais cette République, en 92, quand elle est née dans le sang. Et il a fallu attendre la Troisième République pour avoir une République presque apaisée. Mais avant, c'est quand même dans le sang qu'elle est née avec des milliers et des milliers de morts, surtout dans nos régions. Alors, le mot de République comme beaucoup de régimes d'ailleurs qui naissent dans le sang. Le mot de République est effectivement piégé. On pourrait dire
de la Première République ou des républiques démocratiques et populaires, ce que Talleyrand disait du Saint-Empire romain germanique, ainsi nommé parce qu'il n'est ni saint, ni empire, ni romain, et à peine germanique. Les républiques démocratiques et populaires, république, ça peut aussi bien vouloir dire la République française que nous connaissons aujourd'hui, la République démocratique et populaire de Corée du Nord qui existe aujourd'hui, la République islamique de ceci ou de cela qui existe également aujourd'hui. Le mot couvre des réalités qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. La République qui naît en 92, la Convention par exemple, est élue avec 90% d'abstention. Et les élus de la Convention, les grands élus comme Robespierre, Danton, sont élus avec des scores soviétiques supérieurs à 90%. Bon. Ah, oui, 90% d'abstention. Donc la prétention de la Convention à représenter le peuple, la Convention, il y a des normes sur les scrutins démocratiques. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un scrutin démocratique? Ou alors il faut admettre que démocratie n'a pas le même sens dans les aspirations de 89 et aujourd'hui, et alors là ça poserait d'autres problèmes. Il faut qu'il y ait un pluralisme politique et un choix véritable, un scrutin secret par exemple. C'est une des normes du scrutin démocratique, ce qui n'est pas le cas dans les élections de 92. Donc là, si vous voulez, la difficulté est un peu celle-là. Est-ce que le régime de 92-94 est une république au sens où nous entendons ce mot aujourd'hui? Et là, la question... Bien sûr que non. Voilà. Il faut savoir aussi qu'en 1793, sur 27 millions d'habitants en France, on a 730 000 personnes qui ont le droit de vote. Oui, mais pas en 92. En 92, oui. le vote est... on est au suffrage universel masculin. Bien sûr. Masculin, bien sûr. Mais bon... Voter au bic, c'est-à-dire que les gens disaient « je vote pour Dupont ». Et on mettait une barre en face de son nom comme quoi il avait voté. Donc tout le monde savait pour qui vous votiez. C'est très démocratique. Oui, mais ça c'est justement c'est ce que vous disiez. On ne peut pas comparer ce qui est incomparable. Absolument. La République de 92 n'a évidemment rien à voir avec l'idée de République et la philosophie de la République que nos contemporains peuvent avoir. Ça va de soi. Donc il faut, tout à fait juste, donc il faut étudier la République de 92 à l'aune de ce que l'on pensait et vivait à l'époque, et pas nécessairement à l'aune de nos conceptions actuelles, sinon c'est évident que là, on fait un terrible contresens. Alors, qu'on fasse un contresens, j'en suis pas totalement persuadé, parce que les idéaux de 89 sont véritablement des idéaux qui, par exemple, admettent le pluralisme. La Déclaration des droits de l'homme de 89, nul, je crois que c'est l'article 14, nul ne sera inquiété pour ses opinions, même religieuses. Donc il y a une admission en 89 du pluralisme des opinions. Cette admission du pluralisme des opinions a totalement, mais alors totalement, disparu après août 92, et alors le pire du pire étant, enfin pas le pire du pire, mais encore plus après mai 93, puisque là pour le coup la Convention s'épure pratiquement d'une centaine de ses députés, les Girondins. Oui, mais vous savez bien comme moi que le texte de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens n'est le fait que de quelques députés, il n'est pas admis par tous, voté par l'Assemblée, là on est tout à fait d'accord, mais je ne suis pas certain que tous ceux qui voté pour avaient le sentiment de porter toutes les idées qu'elle contenait. Surtout dans un cadre d'exaltation d'esprit. Dans un cadre d'exaltation de l'été 89, enfin de la fin de l'été 1789. Et donc il est évident que on sait très bien, vous comme moi, que ceux qui sont portés à la tête de la Révolution, ce ne sont pas les classes populaires. C'est une partie non négligeable de la bourgeoisie et de la noblesse plus éclairée, pourrait-on dire. Donc ce sont des gens aussi qui portent en eux leur propre histoire et leur propre, je dirais, leur propre classe sociale. Ce sera d'ailleurs ça sera un des motifs des guerres de Vendée, le fait que les paysans voient les gens qui acquièrent les biens nationaux remplacer leurs anciens maîtres, et eux n'y voient aucun apport. On les envoie aux frontières se battre, et ils n'ont rien à gagner. Au départ, ils sont très favorables à la Révolution. Bien sûr, la plupart, dans leur majorité. Mais c'est une réaction de terrain, c'est une réaction populaire. Et je crois qu'il y a un clivage. Bon, il y a un clivage déjà ville-campagne, il y a un clivage bourgeoisie et petit peuple. La bourgeoisie n'a pas bien compris
ils se disent qu'est-ce que c'est que ce peuple qui se révolte contre la révolution alors qu'on leur apporte la liberté. On leur apporte la liberté, mais en fait leurs conditions ne changent pas. C'est une liberté, et c'est pour ça que je pense qu'on peut comprendre les guerres de Vendée comme une guerre de la liberté contre l'oppression, parce que c'est d'abord une guerre pour la liberté de conscience, avec ce qu'elle implique premièrement, qui est la liberté de culte. Et là, on est dans une problématique qui est absolument la problématique du 18e. Oui. Et donc, c'est pas un soulèvement au nom de la liberté avec un L majuscule, au nom de certaines libertés ou d'une liberté. Vous avez cité la liberté du culte, il n'y a qu'une seule. La liberté religieuse, mais que je sache, il y a d'autres. Ils se sont pas institués les combattants de la. Ah non, liberté. bien sûr que pas se tromper. C'est la révolution que vous en faites. La Révolution française de 89 est une révolution anti-religieuse. Elle est faite contre l'Église, contre le catholicisme et contre le système. Ah si, totalement. Alors lisez 89. Ah, attendez. Et tiens, pour une fois. Pour moi, voilà. En 89, on touche à la religion. Et en 93, genre 92 avec la constitution du clergé, on touche à la conscience des personnes à titre personnel. Voilà, et c'est ça que le paysan de l'Ouest a cherché à se battre, c'est qu'on l'a quand même privé de sa liberté de conscience, de choisir son prêtre et sa religion. Surtout que la Constitution de 93 dit noir sur blanc qu'il y a la liberté de conscience et la liberté de croyance. Bon. Oui, c'est pareil, c'est bien cette déclaration justement des droits de 93, il faut rappeler que la première chose qu'on a faite, c'est la mettre dans une arche de cèdre. Elle l'a cachée. Elle a été 1 heure. Voilà. Et donc c'est une déclaration pour ordre, pour une déclaration pour le principe. Non, je dirais pas que la révolution, enfin, je vois tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle est anti-religieuse. Moi je dirais que c'est une révolution qui est, non pas au contraire, c'est une révolution religieuse. Parce que la révolution porte une vision religieuse. N'oublions pas que même la déclaration de 89, n'est-ce pas, est proclamée sous les auspices de l'être suprême, oui. Et que d'ailleurs approuvée par le roi. Anticlérical. Ce qui est assez... Bon, ça fait partie des contradictions de 89, mais il y a une vision religieuse, et moi je pense que les guerres de Vendée s'analysent comme une guerre de religion avec un S à religion. C'est-à-dire qu'il y a une religion républicaine à laquelle le peuple est prié de se convertir, et s'il ne le fait pas, n'est-ce pas, il n'y a qu'un seul fanatisme, les fanatiques, c'est les catholiques. Ceux qui sont en face, n'est-ce pas, sont supposés être, alors ou bien c'est la déesse raison, ou bien c'est l'être suprême, ensuite ce sera le culte négadaire, voire la... Vous seriez d'accord avec moi que c'est anticlérical alors? Alors, c'est anticlérical, voilà, oui. C'est ce que je dis. Ah bah oui, anticlérical et antireligieux, c'est... Pour moi, je pense que l'anticléricalisme, il est sous-jacent en 89, oui. Il est sous-jacent, mais il n'est pas évident. Quand on regarde les courriers jusqu'en 1792, les échanges entre les administrations, etc., bon, il est clair qu'on n'est pas content que les prêtres, notamment dans l'Ouest, aient refusé le serment, mais il n'y a pas... L'anticléricalisme, j'ai l'impression qu'il apparaît vraiment... En 93, pour moi, l'anticléricalisme forcené, quoi. Pour moi, il apparaît dès 89. En plus, les paysans de l'Ouest ont été très contents de voir supprimer les moines. Tout ce qui était moines et monastères, ils l'ont fait. Mais par contre, c'est le fait de toucher à leurs prêtres et que cette volonté de Jacques de Fermont et de Cambacérès est absolument inféodée, enfin du gallicanisme, c'est-à-dire inféodée. Parce qu'on touche à la conscience. Je pense que justement le débat montre bien justement l'extrême complexité de l'analyse et de la perception que l'on peut avoir des événements. En fait, est-ce qu'elle est anti-religieuse, anticléricale, ce qui n'est pas du tout la même chose, je suis bien d'accord avec vous, on est là sur deux domaines quand même différents, et en fait, ce que les paysans supportent mal, et notamment il y aura une révolte dans le Moléonnais dès 1791, c'est pas tant que on est touché à la liberté religieuse, c'est qu'on est touché à ce qui faisait pour le tout petit peuple des misérables, ce qui leur faisait un moyen d'existence, c'était la charité donnée par les ordres religieux, et notamment l'abbaye Génovéfème de Châtillon à l'époque, et les priver de cette charité,
les rendait encore plus fragiles et encore plus susceptibles d'être frappés par les aléas climatiques notamment, hein, et je dirais, cette précarité, ils ne la supportent plus. Mais ce qu'ils réclament à ce moment-là, et après, dans l'immédiat, c'est pas tellement, justement, c'est pas cet anticléricalisme qui les gêne, c'est le fait qu'on a privé le petit peuple, et par le biais de l'achat par la bourgeoisie des biens nationaux, on en revient à ces biens nationaux, eh bien ça a privé d'une capacité d'existence une partie du peuple. Et là, on est en 91. Ça me semble exact, mais il faut y rajouter quelque chose. C'est pas seulement qu'ils ont été privés des institutions charitables, là ça ne concerne vraiment que les plus petits, mais de toute leur sociabilité. Parce que le bocage est un ensemble d'habitats très dispersés, avec des paroisses qui font 300-400 habitants. Or, la Constitution civile du clergé prévoit notamment qu'il n'y aura plus qu'une paroisse pour 6000 habitants. Oui. Qu'on va supprimer un certain nombre donc de lieux et le prêtre est élu par tout le monde, par les athées, les juifs, les protestants. Ce qui n'a pas été le cas, on n'a pas supprimé les paroisses, à part dans les villes. Non, tout à fait. Ça n'a pas été le cas sur le plan administratif, mais en revanche, les prêtres non-jureurs, or ils sont à 85% non-jureurs, là il y a des études quand même locales. Permettez-moi de citer l'étude de mon collègue. Non, c'est pas l'échelle. Sur l'ensemble de la Vendée militaire. Alors ça dépend ce qu'on appelle Vendée militaire. Là, après, ça nous emmène très loin. Mais dans le bocage bressuirais, qui appartient quand même à un moment donné à la Vendée militaire, ce n'est pas 80% qui refusent le serment au début. Je dis bien, après, oui, parce que en 91. La Constitution du civil du clergé n'est condamnée que 8 mois après. Non, donc mais effectivement, oui. c'est-à-dire, effectivement, c'est pas 85% dès le début, mais au moment où on arrive en mars 93, pas partout, loin de là. La Constitution a été condamnée par Pie VI, et à ce moment-là, un grand nombre de jureurs rétractent. Voilà. Mais un peu partout en France, on a quand même. Non, j'ai 85%, pas sur l'ensemble de la France. Ah non, sur la Vendée. J'ai dit sur la Vendée, oui. Là, ça réclamerait une étude très fine. Parce que si c'est dans le bassin parisien, c'est presque. Je ne dirais pas que c'est l'inverse, mais. C'est tout le problème de la définition de la Vendée militaire. Voilà. On y revient. C'est quoi le territoire de la Vendée militaire? En 92, il n'est pas le même qu'en 93, pardon, il n'est pas le même qu'en 94, mois après mois non plus. Essayons de ne pas enfin, je suis d'accord pour dire que les choses sont complexes, mais enfin, il ne s'agit pas non plus de les complexifier au point de les rendre inintelligibles. Non, elles sont pas inintelligibles. Le soulèvement est quand même dû au fait que toute la sociabilité de la Vendée militaire, en tout cas du bocage, toute la sociabilité est organisée autour de la paroisse. Les gens vivent dans leur métairie, souvent de manière très isolée durant la semaine. Le seul endroit où ils se retrouvent, c'est le dimanche à la messe, et puis après la messe, on va boire des coups, et puis après on danse, et puis bon. Et toute cette sociabilité-là est remise en cause à partir du moment où vous n'avez plus ni le curé ni le noble, parce que le noble risque d'avoir émigré, et que le curé, alors au début, il n'est pas viré tout de suite, parce qu'au début, on ne peut pas les remplacer, et on n'interrompt pas. Mais après août 92, et août 92 c'est l'émeute de Bressuire, mais après, alors là pour le coup, on les expulse. Pourquoi d'autres territoires à ce moment-là, qui sont très proches du nôtre par le paysage, par les mentalités collectives et par les coutumes, je dirais, pourquoi eux ne sont pas, ne connaissent pas. Et c'est justement pour ça que... C'est le cas de la Gâtine-Poitevine. Oui, il faut savoir quand même que l'ouest de la France, 80% de l'ouest de la France, Normandie, Bretagne, le sud, la Maine-et-Loire, la Vendée, votent à 80%, les prêtres sont réfractaires. Vous retrouvez le même problème en Alsace, 80% des prêtres du Bas-Rhin. Mais pourquoi la Gâtine-Poitevine, qui est pourtant extrêmement similaire? Justement, c'est justement ça qui me fait dire que les Vendéens sont des combattants de la liberté de conscience et de la liberté religieuse, parce qu'il y a une forme religieuse du catholicisme qui se trouve dans cette région-là, dévotion au Sacré-Cœur, les suites de Grignon de Montfort. Les Grignon de Montfort, ils sont passés partout. Non, mais il n'est pas passé partout. Mais derrière lui, il y a eu les Mulotins et surtout les Jésuites. Et c'est pas par hasard que c'est le Sacré-Cœur qui va leur servir de symbole. Ils ont une forme religieuse qui est assez différente, malgré tout, de ceux qui les entourent, une religion volontiers doloriste, extrêmement intériorisée, et ils vont se retrouver spontanément autour de ce symbole-là. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'aspect liberté de conscience, et je la place
je ne parle pas de liberté religieuse, parce que la liberté de conscience, c'est celle dont dépendent toutes les autres. Parce que c'est une liberté de conscience, c'est d'abord une liberté au fort interne, ce que je crois personnellement, mais elle se décline au fort externe en liberté d'expression, y compris l'expression politique, liberté de culte, bon, liberté de la presse, liberté, toutes ces libertés-là, et c'est d'ailleurs actuellement la jurisprudence, y compris de la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté de conscience est la mère de toutes les autres. Toutes les autres ne sont que des déclinaisons de la liberté de conscience. C'est parce que je crois ceci que j'exige le droit de le publier, de manifester, de m'associer, de ceci, de cela. Tout ça, ce sont des démembrements de la liberté de conscience. Or, cette liberté est brutalement niée à un peuple qui y tient parce que... Et c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que les Vendéens sont moins des contre-révolutionnaires que des anti-révolutionnaires. Le mot peuple me gêne. Pardon? Le mot peuple me gêne. Ben, en tout cas, il a beaucoup gêné. Du peuple vendéen. C'est quoi le peuple vendéen, dites-moi? Alors, le peuple vendéen, il s'est constitué, mais alors là, ce qu'on appelle, il s'est constitué pendant la Révolution, pendant les guerres de Vendée, mais si vous voulez, la guerre de Vendée, de ce point de vue-là, a été un peu comme le révélateur, au sens d'un révélateur photographique, n'est-ce pas? L'image, elle est déjà sur la pellicule, mais vous ne la voyez pas tant que vous ne la trempez pas dans le bon produit. Bon, et c'est exactement ce qu'on appelle une ethnogenèse, et qu'on a constaté par exemple dans l'affaire de Bosnie. Il n'y a jamais eu de peuple bosniaque, il n'y a jamais eu d'État bosniaque avant la fin de la Yougoslavie. Mais il y avait un particularisme. Non, qu'il puisse y avoir des particularismes, on est d'accord, ça on va pas... Mais pour moi, parler de peuple vendéen au moment où se déclenchent les événements terribles qui vont secouer l'ouest de la France, d'ailleurs M. Le Hideux le dit bien tout à l'heure, puisqu'il rattache à ce peuple vendéen la Bretagne du Sud... Excusez-moi, peuple vendéen, c'est une dénomination républicaine. C'est à la Convention, qu'on ne savait pas ce qui se passait. La première manifestation de réformation qui se passe dans l'Ouest, oui, c'est par la Poste qu'ils la prennent, et on parle de Loire-Inférieure, oui, et on parle de Maine-et-Loire. Et simplement, ils savent pas où c'est compliqué à dire, et donc je ne sais plus quel est le conventionnel qui a dit, oui, c'est en Vendée. Oui, et la Vendée, les 2 tiers de la Vendée étaient républicaine, ne s'est pas soulevé. Oui, il y a un petit tiers au nord qui s'est soulevé. Par contre, ce qui s'est soulevé, ce sont le pays des Mauges, c'est le Maine-et-Loire, et c'est le sud. C'est pas le peuple vendéen. Non, c'est un peuple paysan de petits. C'est pas un peuple. Dans la notion juridique qu'on peut avoir. Il n'y a pas de notion juridique de peuple là. Ce sont les gens du commun. C'est pas la noblesse qui s'est soulevée. Le syntagme qui est utilisé dans la plupart des documents de l'époque, c'est les habitants de la Vendée. Alors, étant entendu que, effectivement, la région n'est pas définie autrement que le pays insurgé. Oui, et effectivement, le brigand même. Et donc la Vendée... oui, parce que logique, c'est la terminologie de l'époque. Ce qui fait que le terme Vendée, pour qu'on appelle ça Vendée militaire, il faut attendre Crétino Joly. Alors là, c'est plus tard. C'est 1825, 1825-1830. Oui. Mais ce concept de Vendée comme avec un peuple particulièrement, avec un peuple particulier, en tout cas avec des habitants particuliers, ça alors pour le coup, on le trouve d'abord chez Barrère. Oui, mais est-ce que Barrère était capable d'identifier un Vendéen? Mais non. Ah oui, alors là pour le coup, je le crois, oui, et sur la base d'ailleurs de la jurisprudence. C'est le concept que l'on... Qu'est-ce qu'on appelle Vendéen? Ça veut dire quoi, un habitant du département de la Vendée? Ou est-ce qu'on appelle un insurgé? Eux, ils ne parlaient pas de Vendéen, ils parlaient de brigands. Ils parlaient de brigands. Qu'on puisse parler d'un insurgé, d'un brigand, d'une partie des Vendéens qui se soulèvent contre la République, voilà, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais qu'on parle de peuple vendéen pour qualifier, identifier de façon extrêmement précise une partie du peuple français, puisque c'est bien ça, c'est une partie du peuple français qui se soulève. Moi, je suis désolé, le mot peuple me gêne. Après qu'on me parle des brigands, des insurgés, tout le monde utilise... Là oui, bien sûr. Il faut rappeler aussi que la première bataille vraiment gagnée par les Vendéens, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, s'est déroulée au Moulin de la Guérinière le 19 mars 1793 dans le département de la Vendée. On a immédiatement dit voilà, c'est une guerre en Vendée. On a un petit peu omis qu'on aurait pu aussi l'appeler la guerre des Mauges, ou la guerre des Deux-Sèvres, même si chez nous ça commence un petit peu plus tard. Tous les Mauges. Ou tout simplement, comme dit Tanguy, les guerres de l'Ouest.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, mais là, on a vraiment un problème de méthodologie. Je comprends tout à fait qu'un historien envisage le terme de peuple au sens objectif. Or, quand on prend mon schéma de compréhension, il s'agit d'un crime de masse, 20% de la population, 170 000 morts, et donc il me semble que le schéma explicatif, le schéma analytique est un schéma criminologique. Et là, la notion de peuple est une notion totalement subjective. C'est-à-dire, alors je vous cite juste un cas de jurisprudence, parce que ça s'est passé pendant la guerre de Yougoslavie, c'est un Serbe qui a tué un autre Serbe en croyant qu'il était bosniaque. Et le tribunal, l'avocat a dit « Mais ça n'est pas un meurtre discriminatoire, puisque le type était serbe. » Oui, a répondu le tribunal, mais vous pensiez qu'il était bosniaque. Autrement dit, la question n'est pas de savoir si objectivement la victime était serbe, mais si subjectivement le bourreau l'a tué en croyant qu'il était autre chose. Et donc la question du peuple vendéen n'est pas du tout une question objective, car là je suis d'accord, il n'y a pas objectivement de peuple vendéen, mais dans l'esprit des révolutionnaires, ce groupe existe et il est très largement stigmatisé, race à exterminer jusqu'au dernier, race exécrable, et les termes globalisants, oui, j'allais dire racialisants, se trouvent alors là dans tous les documents. Oui, alors, on en trouve des centaines, hein, ça je suis d'accord avec vous. Après, je pense qu'aucun des révolutionnaires, quel qu'il soit à la Convention, on s'entend à Paris, n'aurait bien été incapable de définir ce qu'était le Vendéen. Voilà. Non, justement. Non, ça n'a aucune importance à l'époque, mais aujourd'hui ça n'a aucune importance. Il l'a défini en deux termes. Dans ce livre, je commente le mémoire de Grignon, son mémoire de défense. Grignon lui-même se défend après la chute du régime de la terreur contre les crimes qui lui sont imputés, en disant « Mais moi j'ai reçu des ordres, comment distinguait-on un bon patriote d'un Vendéen ?» Moi, je voudrais juste faire une petite note. Ensuite, je vais redonner la parole à Jacques, qui va pouvoir continuer de s'envoyer les casseroles à la figure avec Guy Marie. Mais c'est très bien, parce que si on était tous d'accord, il n'y aurait aucun intérêt d'être là. Ça serait pas drôle. Mais c'est justement, on apprend des autres, on échange des autres. Moi, je voudrais parler, parce que, bon, inévitablement, je pense que Jacques va en parler, de la notion de génocide. Là, il y a eu dès 1794, M. Babeuf, Dracus Babeuf, qui a inventé un terme populicide. Moi, j'estime que Babeuf, alors maintenant à vous de débattre, messieurs, populicide, pour moi, ça veut dire on tue le peuple. Et c'est comme ça qu'il a qualifié ce qui s'était passé pendant les guerres de Vendée avec les colonnes infernales, donc ces colonnes qui sont envoyées par le général Turreau pour brûler tout et exterminer tous ceux, comme dit Grignon, que nous croyons nos ennemis. Parce que Grignon, voilà, c'est ce qu'il dit, tous ceux que nous croyons nos ennemis. Alors, voilà, effectivement, ils n'ont pas de moyens de déterminer quels sont leurs ennemis, parce que c'est pas écrit sur le front royaliste ou républicain. Le républicain ou le royaliste n'a pas une tête ou des oreilles différentes de son ennemi. Comment font-ils? Et Babeuf, c'est intéressant parce que Babeuf, le terme génocide n'existe pas à son époque, mais il a trouvé un terme qui est le populicide, c'est-à-dire le massacre du peuple, qui est beaucoup plus général et certainement, à mon avis, plus puissant encore que le terme de génocide. Donc je vous laisse la parole, messieurs, continuez, vous disputez. Ce qui est certain, c'est que la manière dont la cible militaire est définie, parce que ça pour le coup, c'est quelque chose d'assez objectif, n'est-ce pas? Quand on prend aussi bien les généraux que les représentants du peuple, lesquels sont, pour le rappeler, des membres de la Convention, choisis par le Comité de salut public et investis ensuite par la Convention. Ce dont il parle, n'est-ce pas, c'est les habitants du pays, ou alors là je cite un général, je prends le livre de Richard, n'est-ce pas, les scélérats de cette terre proscrite, et ces gens connaissent l'histoire romaine, hein, ils savent ce que c'est qu'une proscription, c'est-à-dire on vous met sur une ligne, proscriptum, et vous devez être massacré pour ce motif. Croyons que dans ce maudit pays, nous ne devons nous fier à personne. Tous ceux que nous croyons nos ennemis, tout ça, ce sont des formules
totalement globalisante. Franck Castel dit la même chose, hein, quand il parle des scélérats qui habitent le pays. Donc il s'agit un pays qui est absolument incapable de définir. Alors là, pour le coup, il est défini parce que le plan militaire de Thurot dit bien quelles sont les villes, les 13 villes qui ne seront pas brûlées, dit très bien de quels endroits les colonnes doivent partir et où elles doivent arriver. Ah non, là pour le coup, tout est défini. Non. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'on a quand même on en a discuté hier, certains représentants mission. Je ne parle pas de Thurot, je parle moi de ceux que j'ai étudiés moi dans mon travail sur les réfugiés, les Hens, Garot, Franck Castel, etc. Quand ils arrivent en Vendée, c'est-à-dire à Angers la plupart du temps, ou à Nantes, ils ne connaissent pas la Vendée, ils prennent des arrêtés dans lesquels ils parlent de choses ou de lieux qu'ils ne connaissent pas. La meilleure preuve on en a discuté hier de l'arrêté du Devantose, qui montre bien qu'ils ne connaissent pas la réalité vendéenne, ce qui est grave. D'ailleurs, Guy-Marie, Thurot va faire passer la colonne de Privigno, la colonne infernale qu'on a coutume d'appeler colonne numéro 1, de Saint-Nexan à Mazières-en-Gâtine, à la Chapelle Saint-Étienne jusqu'à la Caillère, en plein pays. En plein pays bleu. Patriote. En plein pays patriote, on est d'accord. Bien sûr. Bien sûr. En fait, il n'y a rien défini vraiment clairement. Nous sommes d'accord, ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ce qui parle plus haut que leurs propres paroles, ce sont les actes. Oui, mais en même temps, mais je veux dire, à un moment donné, les généraux républicains, et on ne va pas discuter du plan de Thurot parce que tout le monde le connaît et on sait très bien le parcours des colonnes invernales, ce qu'elles ont commis, on le connaît très bien, ça c'est admis par tous les historiens aujourd'hui. Oh si, quand même. Allez-y quand même, allez-y. Oh. J'en vois venir un. Ah ouais? Je sais pas, allez-y. Martin, entre autres. Voilà. Vous voyez venir celui-là. Le problème, c'est que ce débat est vicié parce qu'on parle de génocide. C'est pour ça que moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Là, par contre, le débat est vicié. Oui. Monsieur Villemain est un très grand juriste et il fait une analyse juridique. Là-dessus, il n'y a rien à dire si on prend les concepts de droit. Analyse. Non, on prend en droit pur. Un crime est un crime. Donc après, on peut dire ce qu'on veut derrière, mais un crime est un crime. La définition juridique de la Cour, ce qui s'est passé dans l'ouest de la France, pas qu'en Vendée d'ailleurs, parce que dans d'autres régions, ça s'appelle un génocide au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, dans les termes de notre époque. Voilà. C'est pour ça que moi, je m'en reste au terme de l'époque, qui était populicide, qui a été créé exprès pour ce traumatisme, parce qu'il était hors norme pour l'époque. Voilà. Alors, des réfugiés. On va juste... Voilà. Alors, quel est le rapport avec les gens qu'on qu'on donne l'ordre de tuer les femmes et les enfants? On va profiter que Michel aussi est dans la place, dans le public, parce que je pense que Michel veut intervenir aussi, ou en tout cas poser une question. Je veux simplement faire une petite remarque sur les origines de la Révolution. N'oublions pas que la Révolution a été créée à partir des États généraux. Enfin, elle est intervenue à partir des États généraux. Et ce sont, je le rappelle, de modestes curés du Poitou qui ont fait en sorte que le clergé se rattache aux tiers-États. Ne l'oublions pas. Ce regroupement est quand même significatif d'une volonté du petit peuple du clergé, puisqu'il y avait une majorité de modestes curés dans le clergé des États généraux. C'est quand même cette volonté-là qui a fait en sorte que l'agrégation du clergé aux tiers-États se soit faite, et c'est bien un événement qui a été tout à fait décisif quant au déclenchement de la Révolution. Oui, non, moi je voulais peut-être, et on va en rediscuter, je pense que pour moi le mot génocide est pour moi évidemment inapproprié pour parler de ce qui s'est passé en Vendée. On peut parler de massacres épouvantables, on peut parler de tueries générales dans certains cas, on peut utiliser beaucoup de mots, mais pour moi, les réfugiés que j'ai étudiés longuement pendant plus de 10 ans constituent, non pas la preuve, parce que c'est pas une preuve, mais constituent, je dirais, ce qui va permettre de refuser ce terme de génocide. On ne peut pas à la fois vouloir l'extermination, la régénération
d'un territoire par la mort, et en même temps accueillir Mal. Désolé, accueillir mal, forcément c'est mal, puisque tout le monde vit mal, donc pas plus mal que les autres. C'était pas très bien accueilli dans les villes. Hein. Non. Nantes et Angers, ils n'ont pas beaucoup apprécié. Je suis désolé, c'est vrai qu'ils ont... C'est évident, quand vous le voyez arriver, comme je les ai vus arriver à Alençon, dans les textes, en plein hiver 1793-1794, on est après l'arrêté de Hens, Garot et Franck Castel, donc on est fin février, mars, avril. Fin février, oui. Voilà, 1794. Qu'on les voit arriver dans les villes après avoir marché pendant un mois dépenaillés, couverts de gales, comme ils sont décrits par les autorités municipales, il est évident qu'on ne les accueille pas à bras ouverts. Souvenez-vous, en 40, j'y étais pas, mais il me semble me souvenir en 40 qu'il y a beaucoup de réfugiés qui n'étaient pas nécessairement non plus accueillis à bras ouverts dans nos campagnes. Oui, mais alors là, justement... c'est là que nous avons une grosse divergence d'interprétation. C'est les réfugiés, pour vous, seraient une preuve contre la thèse du génocide. Moi, je la prends pour une preuve en faveur de... Et j'explique. Je vous interdis de prendre mes réfugiés pour vous en servir. Parce que, bon, l'arrêté sur les réfugiés date du 20 février. Oui. Les colonnes infernales commencent le 21 janvier. On est d'accord. Donc, ça n'est qu'un mois plus tard qu'on s'en préoccupe. Alors que Turreau avait demandé cet arrêté dès le 19 janvier. Et il avait demandé 2 arrêtés, un sur le désarmement des communes et l'autre sur l'expulsion des hommes qui n'ont peut-être que le masque du patriotisme. Les fameux mitoyens. Voilà, les fameux mitoyens. Or, il n'obtient que le premier arrêté de Carnot, le désarmement des communes. Pourquoi? Mon interprétation, c'est que Turreau a promis qu'il balayerait le pays en 8 jours. Évidemment, 8 jours après, c'est pas fait. 15 jours après, c'est toujours pas fait. Le 12 février, Barrère monte à la tribune de la Convention et fait un discours pour dire « Ah mais il fallait brûler les repères des brigands et non pas les fermes des bons citoyens ». Pourquoi? Parce que le comité de salut public est déjà assailli de plaintes des patriotes, et alors évidemment il fait ce que font les politiciens, il monte à la tribune en disant mais quoi et qu'est-ce, à l'insu de mon plein gré, je découvre des horreurs dont je n'avais même pas idée, alors qu'il a tous les rapports, et alors là pour le coup le recueil d'Ollard en est plein, il a tous les rapports, d'abord la correspondance de Turreau qui dit mon intention est bien de tout tuer, tout incendier, tout rien, donc il le sait. Il demande confirmation. Mais disons, mais Barrère, le 12 février, c'est pertinemment ce que fait Turreau. Et à la fin de son discours du 12 février, on envoie Hens et Franck Castel, vous voyez, écoutez, vous terminez l'affaire le plus vite possible, et surtout, vous nous arrêtez cette affaire pour laquelle on se fait engueuler à la Convention, les directoires départementaux qui sont républicains nous assaillent de plaintes, et c'est à ce moment-là qu'on sort cet arrêté du 20 février, qui, à mon avis, est un rideau de fumée. Il y a un historien anglo-saxon qui le caractérise comme étant un permis de tir à vue. C'est-à-dire qu'on dit... On dit à ceux qui ne seraient pas, théoriquement ça ne s'adresse d'ailleurs qu'aux réfugiés qui sont d'une catégorie juridique, c'est-à-dire des gens qui ont déjà quitté leur commune pour se mettre dans une autre commune républicaine, ils doivent être inscrits sur des listes de réfugiés. Donc ce qui veut dire que bien avant l'arrêté de Ventose, beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants avaient quitté la région. C'est pour ça. Non. Ah si. Non, monsieur Le Hideux, vous n'avez pas lu. Attendez, vous n'avez pas lu. Exactement, pas encore. Non, mais là, le problème, je vous conseille la lecture. Il y a des gens qui vont quitter la région. Par contre, le fait qu'il y ait eu cet arrêté... Attendez, le fait que l'arrêté est de fin février, les colonnes infernales ont commencé le 21 janvier. Mais je parle aussi de ce qui a commencé avec Axo ou avec Kléber dès septembre 93, où les massacres ont bien commencé, et Noirmoutier en étant la preuve au mois de janvier. Le problème, c'est que à partir du moment où on dit aux soldats, toute personne que tu vas rencontrer, comme il n'est pas réfugié, et alors qu'il n'y a pas l'arrêté, c'est Turreau qui le dit, tu tues. Et donc ils vont tuer toute personne qu'ils vont rencontrer entre 2 rivières. Tout ce qui est là, par définition, c'est un brigand. Mais alors, on ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Mais alors d'où viennent tous les réfugiés alors? C'est qui ces réfugiés pour vous alors? C'est ça qui est intéressant, c'est que pour définir... Si c'était quelques dizaines, non, mais bien croire, sauf qu'ils sont quand même des milliers. Non mais pour définir un génocide, vous devez définir le groupe victime du génocide. Donc il n'y a pas de groupe.
Mais si, il y en a un. Ah non, il n'y a pas de groupe. À partir du Puisque la Vendée n'est pas un peuple. C'est pas une question de peuple. Non mais attendez, non mais la Vendée n'est pas un peuple objectivement, mais l'important c'est que les colonnes infernales savent qui elles doivent massacrer. Mais non, elles ne savent pas qui elles doivent massacrer. Mais non, elles massacrent. L'ordre déjà, c'est massacrer tout le monde en gros. Donc elles ne savent pas qui elles massacrent. Mais justement, c'est là qu'intervient. Toute personne qui sera au sud de la Loire, entre deux rivières. Mais ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'a pas été vrai. Mais ils n'ont pas tout massacré. Ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. Non, pour ça c'est un peu facile. Non, là, l'argument, la facile. La Guimarie, c'est vous qui êtes un peu facile. Il y a dans le groupe vendéen, il y a un groupe qui est catholique et royal qui représente la très grosse majorité. Qui est catholique, royal. Je les appelle comme ça. Je les appelle comme ça. Royaliste, je dis catholique et royal parce que c'est parfois comme ça qu'ils sont définis. Bon, mais là-dessus, on ne va pas se battre sur et l'autre, qui est le groupe dit des patriotes vendéens. Que le groupe génocidé soit exclu les patriotes vendéens ne change rien à l'affaire. L'important, c'est qu'on sache qu'il y ait un groupe que l'on doit exterminer. L'arrêté dont vous parlez dit, grosso modo, tous ceux qui n'auront pas quitté la région sous 3 jours sont censés être des rebelles, et donc on a le droit de les tuer. Alors, mais pourquoi ne les tuent-ils pas? Mais ils les tuent, justement. Alors, ils ne les tuent pas tous, la preuve. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu tous. Ils n'ont pas pu tous les tuer. Par contre, déjà, une chose, c'est que les soldats de Turot, et même avant, tuent les femmes et les enfants et les vieillards. Mais là, on est d'accord. Non, attendez, à l'encontre du décret du 1er août, et ce qui pose problème, c'est qu'à partir du moment où on extermine toute personne qu'on va rencontrer, ils ne font que ça. Ils ne cherchent plus à savoir s'ils étaient républicains ou pas. Ils sont dans le secteur, on les tue. Je suis totalement d'accord avec vous sur la réalité des massacres, et c'est une évidence, je suis complètement d'accord avec vous, mais permettez quand même, et j'en ai fait la preuve, permettez quand même que plusieurs milliers ou dizaines de milliers, mais là vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave, que plusieurs dizaines de milliers de Vendéens ont quitté le territoire insurgé ou sa périphérie à un moment donné, et que parmi ces dizaines de milliers de Vendéens qui quittent la région insurgée, j'en ai fait l'analyse, il y a beaucoup de blancs, femmes, enfants surtout. Je suis d'accord, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes parce qu'ils retournent combattre. Non, ils sont pas morts, ils sont repartis combattre. Là-dessus, je ne serai pas. Je ne m'inscrirai pas en faux contre ça, mais précisément, ça prouve le contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire que quel est le peuple à massacrer? C'est tout le monde, ceux que nous croyons nos ennemis, sauf ceux qui auront le statut de réfugiés mais ils ne sont pas tous sortis en même temps. Ils ont mis un an pour sortir. Oui, mais attendez. Là, il y a quelque chose d'objectif qui est l'arrêté du 20 Ventose. L'arrêté du 20 Ventose n'est pas fait pour... Du 2 Ventose, du 20 février, c'est ça. Oui, 20 février, 2 Ventose. Cet arrêté n'est pas fait pour protéger les patriotes vendéens, parce que de toute façon, il ne peut pas être diffusé dans le pays insurgé. Il n'y a plus de municipalité dedans. On ne pourra pas annoncer... En 94, il y en a encore. Non. Si, chez nous, en Deux-Sèvres, il y en a encore. En tout cas, l'arrêté... Et on est en Vendée. Non. Les colonnes infernales, elles sont où? Elles sont chez nous, à Bressuire. Elles sont plus au nord. Visitez Bressuire, vous verrez, ces grignots n'y étaient pas. Il y a eu Grignon. Il a brûlé les 14 mars. Quand même, c'est pas... Guy-Marie, vous n'allez pas prétendre que les gardes... Vous n'allez pas prétendre que les gardes champêtres de toutes les communes du pays insurgé sont allés lire l'arrêté à son caisse pour prévenir la population. Mais attention, il faut que vous fichiez le camp sous 3 jours. Il existait encore des patriotes en 94 dans le territoire insurgé. J'admets, peut-être pas forcément au cœur, parce qu'au cœur c'était devenu impossible pour eux de s'y maintenir, mais dans cette zone un peu malléable, un peu qui change sans arrêt de maître, en quelque sorte, représentant en mission. Oui. Non. Et membre du comité de salut public, qui renvoie tous les jours des lettres à son copain Carnot et Robespierre pour dire voilà comment je massacre. Mais on sait bien que c'est pas des saints, on est d'accord là-dessus. Attendez, le comité de salut public, c'est le représentant de la Convention. Donc c'est bien. Alors je ne parle pas des discours de Barrère qui passent son temps à parler le verbe exterminer. À un moment, je l'ai lu, il y a 27 fois le mot exterminer dans les discours. La logorée. Ils l'ont appliqué. Quand les mots sont suivis de pareils actes, quand on utilise d'un côté le verbe exterminer à tout bout de champ et qu'à la fin on a tué au minimum 170 000 personnes et 20-23% de la population, là, que voulez-vous, il y a un lien entre le mot et la chose. Quel est celui qui nie aujourd'hui les massacres en Vendée? Personne. Personne ne nie.
nie les massacres. Non, on dit que c'est la fureur militaire. Aujourd'hui, personne aujourd'hui, aucun historien sérieux de l'université française et étrangère ne nie les massacres. Ah mais bien, non mais ils on disent est que ce sont les militaires qui ont fait ça de leur propre chef. Oui, mais et non, là c'est une volonté de la Convention. Personne ne critique le fait qu'il y ait eu des massacres. Personne ne nie qu'il y a eu des généraux qui s'en sont donnés. Ah oui, c'est la faute des vilains généraux. Mais non, mais voilà, avec leur groupe. Non, des conventionnels. Mais non, il y a des conventionnels. Je suis vous êtes en train de... Ça en fait pas un génocide. Donc c'est politique. Non. Ah, c'est politique. Non, c'est un génocide. Vous appelez ça massacre, on appelle ça guerre civile, on appelle ça crime de guerre, on appelle ça tout ça. On appelle pas ça génocide. Voilà. Donc quand on tue les gens pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas un peuple. Mais ça, le génocide, aux yeux des révolutionnaires, c'en est un, parce qu'ils le disent. Et donc, quand ils disent qu'il faut éliminer les habitants du pays, c'est pas, le mot peuple n'est pas utilisé, mais la cible est déterminée. Ils ne la connaissent pas, la cible. Vous auriez mis un Auvergnat en face, ils ne l'auraient pas vu non plus. L'important n'est pas là, l'important c'est l'intention criminelle. À partir du moment où vous définissez une population comme étant mais ils en ont ni les incompatible... moyens, ils n'ont pas les moyens de le faire. Non mais quand vous dites ils n'en ont pas les moyens, c'est pas parce qu'un criminel n'a pas les moyens de son crime qu'il n'a pas eu l'intention de le commettre. Mais je veux dire, là, il faut être... Ce qui caractérise un crime... Monsieur Claude Petitfrère, qui a parlé dans un de ses articles, justement, de l'intention génocidaire, et sur lequel il est revenu quelques années plus tard, justement en disant que son expression avait dépassé sa pensée, et il le montre très bien dans l'article d'ailleurs qu'il écrit à ce moment-là, que non, ce n'est pas... Non, mais l'idée est quand même que les Vendéens sont des gens qui ont été abrutis par des siècles de domination cléricalo-nobiliaire, qu'ils sont irrécupérables pour la République, et que par conséquent, le seul moyen de faire cette France nouvelle que l'on veut instaurer, de régénérer la France et le peuple français, c'est de les faire disparaître. C'est le mot de Carrier, c'est par principe d'humanité que je purge la terre de ces monstres. Quand Babeuf dit que Robespierre avait tenté de, je cite l'expression parce qu'elle est très précise pour un rural de l'époque, sarcler l'espèce humaine, n'est-ce pas? Les Vendéens sont de la mauvaise herbe. Il faut sarcler. Et donc tuer... Vous savez très bien comme moi, et je ne vais pas vous l'apprendre, que ces conventionnels à la Convention, dans leurs discours et dans leurs écrits, et surtout dans leurs discours d'ailleurs, n'arrêtent pas d'utiliser des mots qu'ils vont chercher, parce que il y a aussi une part d'exercice littéraire. Jamais oublier beaucoup ce loi. Il y a une loi qui dit qu'il faut exterminer. C'est pas une loi. Juste, ça, je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir quelques instants. Je voudrais intervenir quelques instants pour vous expliquer, vous lire ce que Grignon met dans son mémoire pour sa défense. Alors, il parle de lui à la troisième personne. Si Grignon pouvait être répréhensible pour avoir déféré à des ordres de cette espèce et aux décrets qui les nécessitaient, il faudrait donc punir également et envelopper dans la même proscription non seulement les représentants qui les ont donnés, mais les généraux en chef de qui ils émanent. Non seulement Grignon qui les a reçus et qui les a transmis, mais graduellement tous ceux qui les ont exécutés, officiers de tous les grades, soldats de toutes les compagnies, de tous les bataillons de l'armée entière, qui pourraient se dire innocents, qui pourraient être à l'abri d'un reproche. Et si l'on voulait raisonner de conséquence en conséquence et remonter jusqu'à la source, il faudrait donc inculper aussi le législateur, puisque par les décrets qu'il a cru devoir rendre dans sa sagesse, il est le principe des exécutions dont on se plaint. Mais qui peut faire le procès au législateur et révoquer en doute la pureté de ses intentions? Ça, c'est le procédé habituel de toute personne qui sent la guillotine, le couperet de la guillotine. Non, attendez, Heinz et Franck Castel... Oui, enfin la guillotine bon... Non, mais Heinz et Franck Castel disent la même chose, et pour le coup, avant le Thermidor. Ils disent tous. Non, mais Heinz et Franck Castel le disent avant le 9 Thermidor. N'écoutez pas les plaintes que vous envoient les Vendéens, surtout pas celles des députés, car la députation du pays est infâme, et si vous les écoutiez, il faudrait bientôt guillotiner toute l'armée. Bon, autrement dit, il a parfaitement conscience que l'armée obéit à des ordres que lui-même donne, et d'ailleurs à un moment, il menace même Turreau de la guillotine, parce que Turreau ne tue pas assez. Il parle d'un stimulant, n'est-ce pas, d'une lettre. Tu n'as pas d'autre réponse à nous faire que de nous dire que dans 8 jours, il n'y a plus de Vendée. Bon,
Et évidemment, Turreau, il décrit même la réaction de Turreau dans la lettre qu'il écrit au comité de salut public. Nous espérons que notre stimulant aura fait son effet, car le général est arrivé tout essoufflé pour nous dire qu'il avait remporté 2 succès contre les brigands. Turreau n'emmène pas large, et il sait très bien que ce qu'on lui reproche, c'est pas de tuer trop, c'est de ne pas tuer assez. Oui, mais tout le monde, on est tous d'accord sur les massacres, hein, je vous rassure. On est tous d'accord là-dessus. Bon, bah, c'est pas le débat. C'est pas le débat parce que sur les massacres, vous ne trouverez personne pour dire le contraire. Oui, mais ce qu'on semble pas faire, c'est le lien entre le mot et la chose. Quand on parle d'exterminer à ce point et qu'au bout du compte, on a une extermination de fait, vous ne pouvez pas prétendre que les mots sont purement rhétoriques et qu'on a tué 170 000 personnes, c'est la faute à pas de chance, ça s'est trouvé comme ça. Attendez. Quand monsieur Jacques Hussenet fait son travail de dénombrement des morts, il dit il y a 170 000 morts, il ne dit pas 170 000 massacrés. Il ne dit pas 170 000 massacrés, il dit 170 000 absents. Après la Révolution. Il ne parle pas de morts. Enfin, ils parlent tous de morts parce que forcément, à un moment donné, ils sont morts. Mais je pense que la discussion va sans doute continuer sur micro. Et que faites-vous des réfugiés qui sont morts à l'extérieur? Évidemment pas d'accord aujourd'hui, mais je pense jamais, et c'est aussi le principe d'un débat et d'un échange. Ce fut, messieurs, véritablement passionnant, mais à un moment donné, évidemment, il faut s'arrêter un petit peu, puisque d'autres animations vont suivre ici même. En tout cas, vraiment merci, hein, parce que on l'avait imaginé, on en avait rêvé, et ça c'est fait. Merci en tout cas, et on sait bien que ce débat peut se prolonger encore à vitam aeternam. Je vais juste montrer un petit peu les livres de Richard Moi Grignon, général de colonne infernale, que vous pouvez également vous procurer ici sur le site et sur le salon. De Jacques, génocide de Vendée 1793-1794, que vous pouvez également vous procurer sur le salon. D'Imari, les réfugiés des guerres de Vendée 1793-1796, là aussi, sujet cette édition. Et puis le procès du général Turreau de Tanguy, là aussi Tanguy est présent, donc n'hésitez pas, si vous voulez continuer la discussion avec les uns et les autres, il n'y a pas de souci, le salon se poursuit.